Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui sensibilise les entreprises au rôle majeur de l'artisan d'art dans l'innovation et accompagne les artisans d'art dans la valorisation de leurs recherches. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Tanfin, plumassière. Dans ce premier épisode avec Valérie, nous parlons des idées reçues que l'on peut avoir sur le métier de plumassier. D'où viennent les plumes? Sous quelle forme elles sont utilisées? L'obsolescence de ce métier? Et ses gestes. Je vous souhaite une belle écoute! Bonjour Valérie, et merci de m'accueillir dans ton atelier. Valérie, tu es plumassière. On a défini des idées reçues toutes les deux avant d'enregistrer ce podcast sur ton métier. Et je te propose qu'on passe un peu de temps pour déchiffrer si ce sont en effet des idées reçues ou si c'est bien la vérité et que c'est bien ce qui se passe dans ton métier. Donc, la première idée reçue qu'on peut avoir, c'est les plumassiers ne travaillent qu'avec des plumes d'oiseaux exotiques. Alors ça, pour le coup, c'est une idée reçue. Non, on n'utilise pas que des plumes d'oiseaux exotiques et d'ailleurs, on n'en utilise pas. C'est-à-dire que la plume, c'est une matière qui est très réglementée par la Convention de Washington qui protège les espèces animales et végétales et qui nous dit, alors pour faire simple, qu'on a le droit d'utiliser les plumes des oiseaux qu'on mange. Donc les coqs, les faisans, les poules, les canards, il y a beaucoup d'espèces qu'on peut utiliser. Pour les oiseaux exotiques, il faut se référer à cette convention pour savoir s'ils sont protégés ou pas. Il peut y avoir des dérogations avec des élevages, des choses comme ça, mais voilà, on n'utilise pas du tout que des plumes d'oiseaux exotiques, heureusement. On évite de décimer des populations qui sont déjà un peu fragiles. Oui, en fait, je pense que cette idée reçue, elle vient du fait qu'on ne s'imagine pas que dans le travail de la plume, il y a aussi du travail de teinture. Bien sûr, oui, on peut avoir plein d'effets différents. En fait, rendre une plume toute simple, de la rendre fabuleuse, c'est possible par le travail de la teinture, c'est possible par la découpe, par la façon dont on va mettre en forme la plume, en fait. Très bien. Donc surtout, pas d'oiseaux exotiques. Pas dans mon atelier, en tout cas. Alors non seulement on peut pas utiliser de la plume d'oiseaux exotiques, mais en plus, ce que tu racontais tout à l'heure, si on en utilise, c'est que la personne l'a trouvé potentiellement par terre ou de son propre oiseau, et ça veut dire que ce n'est pas passé chez le vétérinaire, c'est ça que tu disais? Oui, en fait, quand on fait commerce de la plume, on est censé pouvoir prouver de sa traçabilité, donc de toutes les étapes pour savoir d'où elle vient, et aussi de son traitement vétérinaire. En fait, pour qu'une plume puisse être mise à la vente, il faut qu'elle ait été chauffée à haute température pour être dépoussiérée, décontaminée, pour qu'il n'y ait plus de parasites à l'intérieur, parce que c'est porteur de maladies. Ok, pour pas avoir la grippe aviaire. Non, pas la grippe aviaire, mais il y a d'autres... Très bien, donc pas de plumes d'oiseaux exotiques dans votre travail. Non, pas dans mon atelier. Après, on les a utilisés, je fais une petite digression, mais on les a beaucoup utilisés au 19e siècle. On a utilisé des oiseaux de paradis, des choses comme ça. C'est aussi pour cette raison que maintenant on peut plus, parce qu'il y avait plus d'oiseaux de paradis au final, parce qu'on en avait des quantités astronomiques sur les chapeaux. Mais c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait qu'on ne tue pas l'oiseau pour avoir sa plume, mais tu participes quand même à l'extinction d'une race? Alors, je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour les oiseaux de paradis, parce qu'on avait des flancs entiers. D'accord. Donc ça m'étonnerait qu'ils tuaient pas les oiseaux pour avoir les flancs entiers. Il faut savoir que les oiseaux muent, ils refont leur plumage 1 ou 2 fois par an selon les espèces. Pour des oiseaux comme les paons ou les autruches, par exemple, on récupère les plumes au moment des mues. Pour les oiseaux qu'on consomme, on les récupère au moment de l'abattage de l'oiseau. Très clair. La deuxième idée reçue qu'on peut avoir, c'est le travail des plumassiers est obsolète. Oui, ça reste une idée reçue, j'espère. Ça peut paraître obsolète parce que c'est un vieux métier et qu'on a souvent à l'esprit que la plume, c'est des choses un peu poussiéreuses et datées, ou un peu kitsch, hein, mais pas que. Alors il y a du kitsch, hein, on fait des choses parfois comme ça, mais parce que ça va aussi avec le métier, mais il y a toute une création qui est vraiment très contemporaine autour de la plumasserie. Enfin, justement, on parlait tout à l'heure de teinture ou de découpe, enfin, je veux dire, il y a plein de façons de travailler la plume qui fait qu'on peut avoir des choses très modernes, et on n'est
plus forcément que sur des parures de chapeau ou des choses pour le music hall. Maintenant, on part vraiment dans de la décoration d'intérieur, dans de la décoration de vitrine. On n'utilise plus la plume de la même manière, on la travaille jusqu'à ce qu'elle ressemble plus à de la plume en fait. Et du coup, je pense pas que ce soit obsolète comme création, j'espère pas en tout cas. Non mais c'est très chouette de voir justement que un métier qui était cantonné à la haute couture et à la couture avant, aujourd'hui sort de ce cadre et va dans la décoration. Oui, ça s'ouvre, mais parce que aussi on est de plus en plus de professionnels à rentrer dans ce métier et à vouloir en faire autre chose parce qu'on a des parcours différents. Je sais pas, il y en a qui sortent des beaux-arts, il y en a qui sortent du design, de la couture et en fait on a des sensibilités différentes donc on arrive à en faire quelque chose de différent. Très chouette. Très très chouette. Et ben c'est une excellente transition sur la deuxième idée reçue, puisque tu parles de parcours différents. On a potentiellement une idée reçue sur le fait que le métier de plumassier est facile et qu'il suffit juste, entre guillemets, de coller des plumes. Oui, et il y a beaucoup de gens qui croient ça, mais c'est pas que c'est un métier difficile, tout s'apprend. Tous les métiers peuvent s'apprendre. Il faut prendre le temps et avoir les bonnes personnes pour nous l'enseigner. Mais c'est pas juste coller des plumes. Le métier de plumassier, c'est toutes les techniques qui vont autour. Il y a beaucoup de techniques de travail. Il y a des techniques de base qui sont simples, le collage, la couture, la monture. Mais dans ces techniques-là, il y a des spécificités. Et c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire une marqueterie de plumes. En tout cas, ça se travaille. Et c'est un vrai métier de passion, d'exigence. C'est très très exigeant parce que la matière, c'est une matière qui est vivante. Et si une plume, elle veut pas aller à un endroit, elle ira pas. Il faut jouer avec ça et il y a, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est pas simple. Il faut vraiment connaître sa matière sur le bout des doigts, en fait. On sait que pour tel projet, on va utiliser telle plume parce que sa texture a quelque chose de particulier, parce que voilà, donc c'est comme tous les métiers, ça s'apprend, c'est des années d'apprentissage et de transmission, hein. Enfin, comme tous les métiers d'art, hein, c'est un métier qui se transmet de génération en génération, enfin des anciennes de l'atelier aux petites jeunes. Donc. Un souffleur de verre va considérer qu'il connaît très bien sa matière à partir de 10 ans d'expérience en ayant été dans plein d'ateliers. Est-ce que c'est un peu la même chose en plumasserie ? Vous avez un peu cet espace-temps où vous dites, mais en fait, tant qu'on n'a pas vécu X années en plumasserie, on ne peut pas savoir. Je pense que ça dépend les gens, ça dépend de où on travaille. C'est sûr qu'il faut aller dans les ateliers, dans différents ateliers, parce que ça a beau être le même métier, on travaille pas de la même manière pour le music hall, pour la haute couture, pour la décoration d'intérieur, on fait pas les mêmes choses. Alors peut-être pas 10 ans pour connaître sa matière, peut-être un peu moins, mais ouais, autour de 5-6 ans, je trouve que c'est une bonne moyenne pour se dire qu'on connaît bien sa matière, on connaît bien ses outils, toutes les techniques qui vont avec, et puis c'est de la pratique en fait. Parce que si c'est 5-6 ans à pratiquer une fois de temps en temps, c'est pas la même chose que 10 heures par jour tous les jours, quoi. Il faut quand même du temps d'apprentissage, d'apprivoiser chaque plume. Elles réagissent pas toutes de la même manière. Vous êtes combien aujourd'hui de plumassiers en France ? On doit être une centaine, à peu près. On n'est pas nombreux. Ce que tu me racontais justement, c'est que des entreprises qui prennent en alternance, il y en a pas énormément, voire il y en a que 2. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de ces 2 entreprises, déjà leurs différences, quelles sont-elles et quelles sont les différentes techniques que tu peux apprendre dans ces 2 différentes entreprises ? Alors, les 2 ateliers principaux, on va dire, il y a d'autres ateliers, mais les 2 ateliers principaux de plumasserie sont sur Paris. Il y a la Maison Le Marié, qui a été rachetée par Chanel il y a quelques années, donc qui travaille pour la haute couture, et la Maison Février, qui elle a été rachetée par le Moulin Rouge et qui travaille donc pour le music hall. Je savais pas qu'elle a été rachetée par le Moulin Rouge. Ouais, il y a quelques années aussi. Ah, c'est chouette. Donc, voilà, dans la Maison Le Marié, on apprend à travailler la plume. Pour les défilés, donc pour Chanel, mais aussi pour d'autres maisons de couture qui n'ont pas leur plumassier en interne. Donc on travaille de la plume vraiment en petit format. On fait des choses qui sont vraiment en trompe-l'œil. Il faut plus que ça ressemble à de la plume, il faut vraiment qu'on ait un vrai trompe-l'œil. On est sur du travail de longue haleine, j'allais dire, mais ça c'est pour tous les projets pareils. Mais voilà, on est sur des projets qui sont importants en termes de temps, de matière. Enfin, c'est vraiment des gros projets qui doivent se faire dans des temps très courts pour les défilés. Donc on est plusieurs à travailler
sur une même pièce. On peut être plus de 10 personnes à travailler sur une robe pour un défilé, entre les personnes qui trient, les personnes qui travaillent sur la pièce, qui collent ou qui cousent. Enfin voilà, ça fait vraiment beaucoup de monde sur une pièce qui doit être livrée le plus rapidement possible. Quand on passe du côté musical, en tout cas moi quand je travaillais chez la Maison Février, ça se passait comme ça. Je sais pas comment ça se passe maintenant. C'était un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que la revue Féerie qui est sur scène actuellement, c'est la même depuis 1999. Elle joue tous les soirs, 2 fois par soir, tous les jours de l'année. Donc il y a toute une question d'entretien des costumes. Et de temps en temps, il faut refaire à neuf les séries de costumes. Mais là, on est toute seule sur sa série de costumes. Donc il va y avoir, je sais pas, je dis une bêtise, 14 danseuses sur scène. Il faut refaire 14 fois le même costume. Donc on sait ce qu'on fait pendant les 2 prochains mois. Ouais. Voilà, on trie ses plumes, on fait les découpes et il faut que tous les costumes soient exactement pareils. Donc c'est pas du tout, on travaille pas du tout de la même manière et on travaille pas les mêmes plumes non plus. Dans le musical, on travaille des très grandes plumes. On va travailler de l'autruche mais dans toute sa longueur, du faisan, du coq. Voilà, là on est dans la plume pour la plume. On n'est plus dans le trompe-l'œil. On est dans des coloris beaucoup plus vifs. C'est le même métier mais pas du tout exercé de la même manière et pas avec les mêmes techniques non plus. En haute couture, on utilise beaucoup la technique de collage et de couture. On fait de la petite monture aussi parfois. Pour le musical, on est dans de la grosse monture, c'est-à-dire faire toute une structure où toutes les plumes peuvent être articulées pour avoir un volume incroyable sur scène et pour tenir dans le temps. Souvent, on dit que ce qui est fait pour le spectacle, c'est pas fait dans la dentelle, enfin, c'est pas fait en finesse, et c'est pas vrai, en fait. Ça aurait pu être une idée reçue. C'est que quand on travaille pour le spectacle, eh ben, il faut que ce soit fait aussi finement que pour la haute couture. Bien que ce soit pas avec le même matériel, on va utiliser des tiges et des fils métalliques, des choses qui sont plus brutes, mais c'est fait avec autant de minutie. D'accord. Mais autant de minutie et plus de solidité, c'est ça que tu dis. Et beaucoup de solidité, ouais, parce que les contraintes sont pas les mêmes. Il faut que les costumes y tiennent toute l'année. On utilise par exemple la technique de collage en haute couture pour faire des motifs incroyables sur les robes, mais parce qu'on sait qu'elles vont être portées 1 ou 2 fois, donc on n'a pas besoin que ça tienne... Enfin, ça va tenir, mais c'est pas la même utilisation que pour fragile, le musical, bien sûr, c'est beaucoup plus fragile. Et justement, ces costumes de musical, le rythme de refabrication, c'était tous les combien ? C'est rare. Enfin, c'est rare, ouais. Alors après, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des tableaux, donc des scènes différentes du spectacle. Donc il y a beaucoup de costumes, donc on en fait plusieurs fois dans l'année. Mais moi, j'ai refait des chapeaux. C'était la première fois qu'ils étaient refaits depuis 99. Et on était en 2013 ou 2014. Tu dois même pas les refaire pour qu'ils aillent aux danseuses. Non, parce que la partie plume, en fait, ne bouge jamais. Après, ça va être ajusté. Si c'est un casque, un chapeau, ça va être ajusté par une jugulaire, un truc comme ça, pour le mettre vraiment à la bonne taille pour la danseuse. Ah ouais. Oui, il faut vraiment que ce soit plus que solide. Plus que solide, en effet. Et on en vient à la dernière idée reçue, qui est les plumassiers ne travaillent qu'avec des plumes entières. Eh ben non, pas que avec des plumes entières. On peut travailler la plume entière, ça se fait beaucoup, mais on coupe toujours notre plume parce qu'on la met à la bonne taille. Je vais prendre les choses depuis le début. C'est que chaque plume qu'on travaille est mesurée. Mesurée, alors soit vraiment avec un réglé, soit on fait à l'œil, mais on va couper la partie basse de la plume déjà pour enlever la partie dufteuse. Parce que souvent, voilà, ça prend beaucoup de place, c'est pas forcément ce qui est le plus joli dans la plume, et donc on garde ce qu'on appelle la tête de la plume, donc le haut de la plume. Et voilà, donc non, elle est pas entière la plume. On peut utiliser juste la tête, on peut utiliser juste le bas, on peut venir utiliser simplement des barbes. Donc les barbes, c'est les petits poils de la plume en fait. On peut venir juste prélever quelques barbes pour les intégrer à une création. Donc non, on n'utilise pas que la plume dans son entièreté. On peut vraiment la couper dans tous les sens. On peut utiliser un grand morceau, un petit morceau. Ça dépend le projet qu'il y a à faire. Est-ce que tu as déjà eu une plume qui était tellement belle que t'as pas réussi à la découper? Non, après, moi j'ai quelques plumes dans ma collection que je découperai jamais, mais parce que c'est de la collection. Ouais. Là, dans mon pot, j'ai une plume de perroquet qui est fabuleuse, qu'on m'a donnée. Je sais que j'en ferai jamais rien, déjà parce que je peux pas je peux pas la commercialiser. Puis c'est juste une œuvre d'art, en fait. Elle est bleue d'un côté, elle est jaune de l'autre. Et en fait, moi, ça me dérangerait de couper dans une matière comme ça. Ouais. Elle est belle comme ça.
il n'y a pas besoin d'y faire quelque chose. Je préfère vraiment aller découper dans une plume qui paraît beaucoup plus basique, alors tout aussi magnifique, mais beaucoup plus basique, une plume d'oie, une plume de canard, et en faire quelque chose de fantastique. Donc est-ce que j'ai déjà refusé de couper une plume? Oui, peut-être une très grande sur laquelle il fallait garder juste un petit bout. Non, c'est trop dommage. Ouais. Il y a aussi ça dans le travail du plumassier, c'est de bien sélectionner sa matière. Si j'ai un projet avec que des plumes de 1 cm, 1 cm et demi, je vais pas aller chercher une plume qui en fait 30 à la base. Je vais pas gâcher J'essaye de gâcher le moins possible de matière. Et ce qui va rester de la plume quand j'aurai prélevé la partie qu'il me faut, je vais essayer de l'utiliser dans un autre projet. Je vois. Je suis en train de regarder tes cartons de plumes, là. Marabout, canard, autruche, poule, collet, faisan, paon, coq, dinde, pintade et perdrix. Ouais. Je connaissais pas le collet. Le collet, en fait, c'est les plumes du cou du coq. Ah. En fait, on appelle les plumes soit par le nom de l'espèce, soit en fait sur un animal, il y a plusieurs sortes de plumes différentes. Donc voilà, certaines ont des noms particuliers. Pour le coq, on a le collet. Pour l'oie, on va avoir de la coquille, de la nageoire, des favillons, enfin. Et le marabout? Et alors le marabout, c'est du duvet de coq ou de dinde, mais avant, ça venait vraiment de l'oiseau, le marabout. Donc on a gardé le nom de l'oiseau, mais maintenant il est protégé, donc on peut plus l'utiliser, mais on a gardé son nom comme c'était avant. Et je vois un carton pièces anciennes. Oui, ça c'est des petites choses que je trouve en fait sur les brocantes. Ah. Donc ça va souvent c'est des garnitures de chapeaux, des choses comme ça, mais c'est des petits morceaux d'histoire en fait. Et je trouve Archives. ça. Ouais, j'adore. Je trouve C'est ça génial. important de les garder, de pouvoir les montrer aussi. Quand je fais des interventions, je les montre. Et voilà, montrer ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait maintenant, que les techniques ont pas beaucoup varié en fait. On en fait juste autre chose. Hein. Et voilà, ouais, c'est des petits morceaux d'histoire. C'est génial. C'est trop bien. C'est vrai, j'avais pas pensé aux brocantes. Est-ce qu'il y a des plumassiers et des plumassières qui sont spécialisés dans la réutilisation de plumes de brocantes? Alors là, je sais pas. Je sais pas du tout, peut-être. Bon, il y en a qui ont dû se lancer là-dedans. Enfin, peut-être pas spécialisés parce que il faut en faire des brocantes, je pense. Oui, parce qu'il en faut quelques kilos de plumes quand même, selon les créations qu'on fait. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup Valérie d'avoir un peu éclairé nos lanternes concernant ces petites idées reçues qu'on pouvait avoir sur ton métier. Et merci pour ton accueil. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec Valérie Tanfin vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous parlerons davantage du parcours de Valérie et de son métier de plumassière. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.